tous actionnaires. Pour moi, une entreprise, c'est un collectif. Pour moi, c'était finalement nous mettre tous dans la même posture de propriétaires de notre outil de travail. Et au départ en retraite ou au départ de l'entreprise, toucher les fruits aussi de la valeur qu'aura été créée pendant tout le parcours professionnel. C'est facile à dire, à mettre en œuvre, c'est un peu plus complexe. Une société qui est spécialisée dans le domaine qui s'appelle RS. Moi, j'ai demandé qu'il y ait le maximum de vulgarisation des termes. Voilà, c'est une autre manière de fédérer à mes yeux et aussi s'engager vers plus de transparence. Beaucoup me remercier de l'opportunité qu'on a donnée finalement. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du BTP Engagé. Vous le savez maintenant, c'est la nouvelle émission de Bâti Radio qui met en avant les initiatives RSE des acteurs du BTP engagés qui ne veulent pas que faire leur métier mais qui veulent aussi avoir un impact positif sur l'environnement, sur leurs collaborateurs, sur la société. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les foules, c'est l'actionnariat salarié. Voilà, une grande majorité des salariés, quand ils rentrent une boîte, ils rêveraient d'être aussi actionnaires de celle-ci. Et certaines entreprises font le pari, ou en tout cas le choix de se dire qu'il faut y aller, qu'il faut donner des actions à toute leur équipe. Et c'est en tout cas ce qu'a fait Christine Rioux-Ferron, la présidente de Rio Glass. Comment ça va, Christine ? Bien, ça va bien. Et toi ? Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis très heureux que tu aies fait le déplacement, que tu sois venu nous voir pour partager cette expérience. Rio Glass, c'est une entreprise familiale. Donc, moi qui ai une entreprise familiale aussi, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. Voilà, c'est une transmission de parents-enfants. C'est une relation frères et sœurs et puis une relation avec plus d'un millier de collaboratrices et de collaborateurs dans plusieurs pays, sur un métier qui est magnifique, le métier du verre. Donc, moi, j'ai une famille de verriers, donc ça me parle beaucoup aussi. Donc, oui, je suis heureux, je suis ravi. Et puis, j'ai hâte de t'écouter et que tu racontes pourquoi vous avez fait ça, comment vous l'avez fait. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, Christine, qui tu es et puis qui est ta société et quel est votre cœur de métier pour les gens qui nous regardent. D'accord. Tout d'abord, merci de mettre en lumière Rio Glass aujourd'hui. Alors, qui je suis ? Je suis Christine Rioux, deuxième génération de la famille Rioux. Je suis maman de 3 enfants. Et Rio Glass, en fait, on est producteur et transformateur de verre plat. On intervient sur toute la France, sur la Belgique, sur l'Italie, sur l'Espagne depuis peu. Et on produit 200 000 tonnes de verre plat par an et on transforme à peu près 100 000 tonnes dans nos usines françaises. Magnifique. Vos clients, donc vous, c'est exclusivement B2B, c'est ça ? Oui, majoritairement B2B, effectivement. On ne refusera jamais un client particulier qui vient se présenter au comptoir, bien sûr. Mais effectivement, B2B, donc nos clients sont les menuisiers, les façadiers, les agenceurs d'intérieur, les cuisinistes, enfin tous les professionnels qui sont amenés au quotidien à utiliser du verre. Ok. Et vous travaillez aussi beaucoup avec les grands noms de la menuiserie, les fabricants de menuiserie ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on est autorisé on peut les citer, oui, Caline, Fenetrea, Atlantem, Lorillard, enfin les grands noms, effectivement. Et je m'excuse auprès de tous ceux que j'oublie. Je suis sûr qu'ils ne t'en voudront pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la société ? Plus d'1 millier de salariés, c'est ça ? C'est ça, oui. Principalement en France ? En France, oui. Historiquement, l'entreprise est née en Normandie. Voilà, c'est mes parents qui ont créé il y a à peu près 45 ans. Et la transmission managériale s'est faite il y a à peu près un peu plus de 5 ans. Et au niveau de l'actionnariat, c'est faite il y a 2 ans maintenant, oui. C'est beau. Une belle histoire. Merci. Avec, j'ai l'impression que cet actionnariat, tu as donné des actions à tous tes collaborateurs, ça vient de valeurs familiales fortes, de partage et de construire ensemble. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment vous avez décidé chez Rio Glass de faire ça ? Alors, pour moi, une entreprise, c'est un collectif. Je
beaucoup de convictions autour de l'intelligence collective. Et pour moi, c'était finalement nous mettre tous dans la même posture de propriétaires de notre outil de travail. Donc, mon engagement à ma prise de présidence, c'était tous actionnaires. Alors là, je parle des collaborateurs français. Donc, tous actionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de notre part pour donner une valeur à tout le monde. Une part égale à tout le monde pour que chacun puisse détenir son outil de travail, en prendre soin, le transmettre dans l'avenir, alors peut-être pas à leurs enfants, mais peut-être au fils du voisin, au fils du collègue, à cette nouvelle génération qui arrivera sur le marché du travail. Et puis, in fine, au départ en retraite ou au départ de l'entreprise, toucher les fruits aussi de la valeur qui aura été créée pendant tout le parcours professionnel. C'était la volonté initiale. Alors le projet... effectivement, me tenait à cœur et je l'avais annoncé lors de ma prise de poste. Ça vient, prise de poste, action pour tout le monde, magnifique, quoi. Alors, je l'avais pas dit comme ça, j'avais effectivement dit tous actionnaires, en fait, plus sous cette forme-là. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, dans mon esprit, je lis pas ça forcément à l'argent. En fait, c'est aussi à cette notion d'être propriétaire de son outil, d'en prendre soin et de le transmettre. Donc, c'est un petit peu notre fibre familiale. Enfin, dans les entreprises familiales, on ressent beaucoup ça. Mais c'était aussi faire ressentir ça, donner l'opportunité à nos collaborateurs de ressentir ça. Et après, alors, effectivement, c'est facile à dire. À mettre en œuvre, c'est un peu plus complexe. Je pensais tu vas nous raconter tout ça. Que ça allait être simple. En fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juridique, c'est fiscal, c'est financier. Et finalement, c'est ouvrir un dossier et puis, j'allais dire, informer des personnes qui ne sont pas averties sur ces sujets-là. Exactement. Le vocabulaire, parfois, peut être complexe. Donc, on s'est fait accompagner par une société qui est spécialisée dans le domaine qui s'appelle RS. Très bien. Et au final, moi, j'ai demandé qu'il y ait le maximum de vulgarisation des termes et une communication à l'ensemble des collaborateurs. Au départ, il y avait une idée qui était sortie de dire on informe les CSE vont être porte-drapeau, etc. Et pour moi, c'était trop complexe pour faire porter ça sur les représentants du personnel. J'ai voulu qu'il y ait des messages et qu'on s'adresse à tous les collaborateurs. Donc finalement, on a fait des campagnes de communication à plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur tous les sites, où on s'est adressé finalement en expliquant très clairement. Et moi, je me suis un peu fondue dans le public pour être sûr que effectivement les messages qui étaient passés, c'était clair. C'est pas toi qui portais la parole? Non, en fait, on avait identifié un certain nombre de porte-drapeaux en interne, et puis on était accompagné par RS qui aussi a l'habitude de mettre en œuvre ce genre de dispositif. Et finalement, moi, j'étais là avec les collaborateurs pour écouter si effectivement ce qui était dit était clair. J'avais aussi envie d'entendre les questions des équipes. Et donc ça, on l'a fait partout en France sur plusieurs semaines. Ça a pris du temps. Et on voulait aussi laisser un peu de matière, parce qu'il fallait aussi que le collaborateur, quand il rentre chez lui, qui doit expliquer ça à sa famille, qui aussi peut avoir un avis sur est-ce qu'on va mettre de l'argent sur ce dispositif ou pas, il fallait que ça soit aussi facile pour lui de ramener ça à la maison. Tout à fait. Donc on a travaillé autant la com que les supports pour rendre le sujet accessible par tous. Ok. Très, très, très intéressant. Et à la base, tu sentais qu'il y avait une demande, une envie? Non. Non, pas. Un dirigeant un jour m'a dit « Mais tu te fais plus plaisir que tu fais plaisir ou est-ce que tu t'es posé la question ?» Et finalement, je me suis pas posé cette question-là. Et quand j'ai vu le taux d'adhésion, je me suis dit que j'avais bien fait. Et voilà, c'était ma conviction. Conviction, donc, finalement, conviction, ouais. Ok, vraiment, passionnant. Ouais. Et si on peut rentrer un petit peu dans la technique, voilà, s'il y a des gens des entrepreneurs, des entreprises qui voudraient faire pareil, expliquer un peu le dispositif, parce que les ordres de grandeur, je crois que vous avez quand même investi, vous, à hauteur de... En fait, nous, on a libéré, on s'était donné comme valeur de libérer à peu près 5% du capital. Ouais. Donc finalement, tous actionnaires, donc c'est qu'on a donné à tout le monde une valeur. Donc, sans finalement prendre le pouls de ceux qui étaient d'accord avec le dispositif ou ceux qui ne l'étaient pas. Donc aujourd'hui, tout le monde est actionnaire. Et pour ceux qui avaient envie de remettre une valeur supplémentaire à ce que nous, on avait donné, on a fait de l'abondement. Donc, on a fait de l'abondement jusqu'à un certain montant.
Et du coup, c'était attractif. C'était une manière aussi attractive de proposer le sujet, sachant également, en lien avec ce sujet-là, l'année d'avant, on avait mis en place aussi, dans l'ensemble des structures françaises, l'intéressement. Ouais. Ce qui n'existait pas partout. Nous, on est un groupe qui s'est construit par croissance externe. D'accord. Donc, ce qui existait sur certains sites et pas d'autres. Donc, nous, on a déployé cet outil-là également l'année précédente. OK. Donc, vous avez déployé l'intéressement et puis ensuite déployé ce plan d'action. C'est ça. Et là, en termes de capital, je ne sais pas si c'est confidentiel ou si on peut le dire, la part du capital que vous avez donné aux salariés, au total, ça représente à peu près 3,46%. On avait dit qu'on irait jusqu'à 5. 3,46 de mémoire. OK. Du coup, c'est précis. Voilà. Après, les autres actionnaires, donc mon frère et moi, on est majoritaires. On a nos enfants aussi qui sont au capital parce que quand nos parents ont réalisé la transmission, ils ont fait pour une part de la transgénérationnelle. Donc, ils ont intéressé les enfants au capital. Et on a aussi, en minoritaire, un fonds à notre capital qui s'appelle For Talents, qui est un fonds spécialisé dans la transmission des entreprises familiales. Magnifique. Finalement, qui est arrivé au bon moment quand le sujet s'est présenté dans notre famille et qui est là en tant que j'allais dire... sponsor pour que tout se passe bien, parce qu'on sait que la période de transmission des entreprises est toujours une période de fragilité au sein de la famille, mais de fait, par d'écoulement au sein de l'entreprise. Et puis finalement, ils sont là aussi pour nous accompagner pour effectivement que ça se passe pour le mieux, que ça se passe bien finalement pour le cédant et pour le repreneur. Et eux, quel regard ils portaient sur ça, justement, en investisseurs externes? Ils sont arrivés très favorables. L'opération ils sont arrivés avant. Ils sont arrivés avant juste avant, dans les mêmes temps, en fait. Mais ils étaient hyper favorables et c'était une des conditions, moi, que j'avais mis dans notre pacte d'actionnaires. Mais ils étaient bien sûr très favorables, oui. OK. Oui, parce que est-ce que ça se voit souvent aujourd'hui dans l'industrie et dans le monde du BTP de faire ça? Alors, c'est assez tendance. C'est assez tendance. Mais moi, je l'avais là, en fait. Je l'avais là, dans mes tripes, Pour moi, ce collectif, l'entreprise, elle est née avant... Enfin, on est nés en même temps, mais j'allais dire, la majorité des collaborateurs de l'entreprise étaient là bien avant moi. Ont des compétences sur certains postes que moi, je n'ai pas. Et c'était aussi pour leur rendre cette légitimité, une manière de les rendre légitimes à leur poste en leur disant tu es important dans l'entreprise et t'es aussi important que moi, t'es actionnaire en fait. Et on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de toi, toi, t'as besoin de moi. Et ensemble, on est plus forts. Alors, on était déjà ensemble sans être actionnaire hier, mais voilà, c'est une autre manière de fédérer à mes yeux et puis aussi s'engager vers plus de transparence. Parce que finalement... Quand on a de l'actionnaire salarié, on doit aussi partager davantage les chiffres. C'est un engagement qui en découle finalement. Bon, et alors les résultats, l'impact. Qu'est-ce que tu dirais de l'impact que ça a eu sur les équipes? Alors, on est vraiment au début. Beaucoup m'ont remercié de la démarche. Beaucoup étaient... finalement novices, j'allais dire, ça a été beaucoup d'informations, donc finalement beaucoup me remercier de l'opportunité qu'on a donnée finalement, qu'on leur a donnée en mettant en place ce processus. Après, au quotidien, je veux dire, il n'y a pas un avant et un après. J'allais dire, les collaborateurs sont engagés, ils font leur travail, ils sont toujours engagés, ils font toujours leur travail. Là, les choses sont en train de... On est au début, donc sont en train de se mettre en place et on va avoir, j'allais dire, un conseil de surveillance de cet organe. On va avoir... Nous, ça va être aussi un changement parce qu'en famille, à l'Assemblée générale, on va avoir un représentant des collaborateurs. Voilà, et ça va être... Vous avez nommé... Il va y avoir une personne, effectivement, qui va être élue pour assister aux assemblées générales. Et je trouve ça chouette que ça soit à ce moment donné de l'histoire de l'entreprise, parce que finalement, on a notre assemblée générale des jeunes, nos enfants,
qui sont en train d'apprendre à être un bon représentant. Qu'est-ce que c'est ça, l'Assemblée générale des jeunes ? En fait, c'est l'Assemblée générale de l'entreprise, mais finalement, comme nos enfants sont actionnaires de l'entreprise, nos enfants assistent à l'Assemblée générale. Ils assistent aux AG, donc, nos enfants, ils ont entre 24 et 15 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est finalement un temps très juridique, mais qu'on rend très, j'allais dire, très compréhensible à des enfants. Okay. Donc, pour finalement ce collaborateur qui va arriver dans cet organe dont il y a des discussions où on va parler des chiffres, des résultats de l'entreprise, voilà, de plein d'éléments sur l'année écoulée et sur l'année à venir. Finalement, on les vulgarise pour qu'un enfant puisse les comprendre. Donc, un collaborateur qui va arriver où finalement il y aura des avocats, des commissaires aux comptes, des experts comptables autour de la table, finalement des gens qu'il n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, tout le monde sera... j'allais dire bien au fait d'appréhender le sujet de manière la plus simple possible, quoi. Magnifique, je vois tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le mettre en place, des conseils, des pièges à éviter que tu pourrais partager si tu devais le refaire ou si tu devais... voilà, si moi je viens te voir demain, je veux le faire, Christine, tu me conseillerais quoi Alors... je suis assez contente d'avoir croisé la route d'RS. Ouais, parce que m'attendais à cette réponse. Ouais. Parce que, en fait, au début, quand j'exprimais la volonté de mettre en place l'actionnariat salarié, j'avais que des retours juridiques très techniques. Ouais. Et en fait, jusqu'à la rencontre avec RS, j'avais pas eu forcément quelqu'un qui m'avait écouté sincèrement sur l'intention. Et moi, l'intention, elle était pas technique, pas juridique, pas financière. Elle était dans ma conviction et dans ma volonté de rendre tout le monde propriétaire de son outil de travail, dans la philosophie. Et en fait, ils m'ont vraiment aidé à retranscrire ça de manière... et puis de le déployer avec cette intention, en fait. Et ils ont vraiment été à l'écoute de l'intention et ça... je pense que de se faire aider par les bonnes personnes est un enjeu important parce que finalement, nous, on n'est pas spécialistes de ces sujets-là. C'est pas notre métier. Bien sûr. Et je pense que ça peut être assez chaotique si on s'y prend pas forcément de la bonne manière. Ouais. Donc, se faire accompagner par ce cabinet. On l'a fait chez nous, chez Eldo, et je me rends compte qu'on aurait pu être meilleur dans la transmission de l'intention. Donc, peut-être pas trop tard de vous reformuler. Bien évidemment, c'est quelque chose qui continue dans la durée. Super, merci beaucoup pour le retour sur ce sujet. On va parler de RSE au plus large chez Riou. Toi, t'estimes, allez, je te pose une question un peu embêtante, sur une échelle de 1 à 10, tu t'évaluerais à combien sur la maturité RSE et aux actions qui sont mises en œuvre dans ton entreprise? La question piège. Allez, j'ose un 6 parce que déjà, on a un métier, finalement, on contribue à la rénovation énergétique des bâtiments. En fait, notre métier, notre produit a un impact positif sur le monde. Donc, ça, déjà, je pense que c'est une belle opportunité qu'on doit mettre en avant. Aujourd'hui, si on équipait tous les bâtiments en France du bon vitrage, par rapport à l'orientation du bâtiment, on pourrait économiser l'équivalent à peu près de la production de 2 centrales nucléaires. Donc c'est un peu mon combat quand j'ai l'occasion de rencontrer le gouvernement ou des hommes politiques. C'est un discours que je tiens parce que l'impact il est important. Donc ça c'est l'impact de notre produit sur le marché. Après en interne, comme bon nombre d'entreprises familiales, ou pour pas dire toutes, mais on est ancré dans les territoires. Donc finalement, notre terre, on y tient, on en prend soin. Donc que ce soit le tri des déchets, le recyclage. Donc nous, notre matière première, c'est du verre. Nos déchets en entreprise, c'est du verre. Donc comme on est aussi producteur de verre, il va de soi que nos déchets d'usine, ils repartent dans notre four. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire du verre, on fond du sable qu'on monte à 1800 degrés. Enfin, on monte le sable à une température de 1800 degrés. Et quand on y met finalement du verre qu'on recycle, on monte le four à 800 degrés. Donc plus on va mettre... C'est ce que j'ai compris. Voilà. Si on recycle, on dépenserait 2 fois moins d'énergie pour faire du verre. C'est ça.
Donc, moi, j'encourage tous les transformateurs de verre en France à faire en sorte que leur chute, on appelle ça des chutes, et du côté du flotte, ça s'appelle du calcin, en fait, ce déchet de verre qui est propre finalement, qui est sain, à le renvoyer dans les fours. Parce que... Et il part où aujourd'hui, ce verre ? Alors, le nôtre, à 100%, il repart dans le four. Aujourd'hui, il y a 35%... Ça, c'est les chutes de production. Voilà, nos chutes. Les verres qui ont été installés, qui sont dans une alors là, on parle des verres démantelés. Ouais, les verres démantelés. Peut-être juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, dans une feuille de verre, quand on produit du verre, c'est une feuille de verre de 6 mètres par 3 mètres 21. Ça, c'est notre matière première qui arrive dans nos usines. Elle est constituée à peu près de 35% de verre recyclé. OK. On pourrait monter jusqu'à 100% si on avait cette matière. Alors déjà, j'incite mes confrères français à bien faire en sorte que quand ils confient leur chute de verre à des recycleurs, qu'ils orientent bien ce verre dans les flottes et pas dans d'autres métiers qui auraient besoin d'une moins bonne qualité de verre. Et après, pour ce qui est de la... C'est-à-dire, pour m'expliquer, moi, un peu... En fait, il y a d'autres filières qui nécessitent du verre, comme la laine de verre, comme la route, en fait, la fabrication des routes. Mais ça nécessite, ou le verre creux, la bouteille, mais la qualité du verre, elle n'est pas la même. Elle n'est pas aussi pure que les chutes de verre qu'on peut avoir, nous, dans nos usines. Et toi, le verre pur dont tu as besoin, tu dis qu'il y a une grosse quantité qui part à un endroit où la qualité attendue. Voilà, ouais. Et donc là, mais je me suis déjà exprimée au sein de la fédération de notre métier pour dire, soyons vigilants parce que c'est pour nos enfants. Enfin, pensons aux générations futures. Et puis après, pour ce qui est effectivement du verre qui est démantelé, là, c'est un gisement aussi de matières premières. Donc, on a créé une société qui s'appelle Menrec, Menuiserie Recyclage, où là, on reçoit finalement de nos clients des menuiseries démantelées de chantier. OK. Et là, on démantèle et on renvoie dans les filières, que ce soit le PVC, le bois, l'alu et le verre. Et quand tu dis on l'a monté ça, Menrec, c'est une association c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais c'est une entreprise où on retrouve des associés, donc 2 industriels de la menuiserie français qui sont Atlantem et Fenetrea. On a aussi l'entreprise Boélé, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le transport et dans le recyclage, donc qui nous accompagne et nous. C'est bien, vous avez réussi à vous mettre en réseau avec les fabricants, des partenaires, la logistique et l'industriel du verre. Donc on a l'entreprise est née en Bretagne et là on est en train de mettre en place des petits Menrec, j'allais dire, mais des Menrec aux 4 coins de la France. L'objectif. Qu'est-ce qu'il vous faut là pour qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus de verre démantelé, qui reviennent vers les usines pour faire du verre? Alors c'est des partenaires, des lieux pour finalement venir, des lieux de collecte. Et puis après en termes d'installation, donc on a développé des installations, mais c'est les lieux de collecte aujourd'hui qu'on est en train de déployer. Ok. Donc ça fait partie de vos gros axes RSE, à moins de diminuer l'impact carbone de manière significative. Oui, ça c'est par rapport à nos produits. Après, si on revient un petit peu sur les hommes, on a créé une académie. La Riou Academy. Ça c'est bon, ça. C'est chouette aussi. Et après, l'actionnariat salarié, c'était un sujet aussi qui me tenait vraiment à cœur. Donc là, on a passé un partenariat avec l'EM Normandie, avec l'Institut Bocquet pour toutes les formations en management. Et aujourd'hui, on est... je crois qu'on doit être à plus de 400 personnes qui sont passées par la Riou Academy. Qu'est-ce qu'on apprend alors dans la Riou Academy? Alors, on apprend... aux collaboratrices, aux collaborateurs de monter en compétences? De monter en compétences. On a des formations qui sont diplômantes. Et aussi, c'est donner finalement accès à la formation à des collaborateurs qu'on a fait grandir sans forcément former. Par le passé, par exemple, un opérateur qui était très bon, on lui a dit, tiens, on te donne l'opportunité d'être chef d'équipe sans le former au management. Classique. Et donc là, on repart de zéro. Et moi, je participe à l'introduction de tous les lancements de formation.
Alors, pas forcément en présentiel, mais en distanciel à minima, pour effectivement leur dire combien je suis ravie de les voir commencer un cursus. Et je rappelle l'intention, en fait, parce que pour moi, on commence à vieillir quand on considère qu'on a fini d'apprendre. Et là, c'est une opportunité pour eux de grandir, de mieux se connaître, de mieux connaître leurs collègues aussi, parce on invite des collaborateurs de tous les sites. Donc finalement, ils rencontrent des collègues qu'ils ne connaissaient pas, et de se créer un réseau interne pour plus de performance ou d'aisance au travail dans l'avenir. Et tu m'as dit combien de personnes ont été formées ? Là, on est à plus de 400 personnes là aujourd'hui. 400 personnes, c'est beau. Ouais. Donc quasiment la moitié de l'effectif, un peu moins de la moitié de l'effectif qui a été formé, qui a bénéficié de formation. Ouais. C'est beau. Et vous l'arrivez jusqu'à combien ? Continuez Après, on a un devoir de formation, mais moi, je suis pas dans effectivement le respect de la législation. Là, c'est vraiment une intention encore de dire, quand il y a un besoin. Allons-y, quoi. On y va. Allons-y, et on a même imaginé à demain pousser l'ouverture de l'académie à d'autres entreprises. Parce que quand on forme au management, notre voisin, il peut avoir les mêmes besoins, et pourquoi on n'ouvrirait pas la table pour accueillir plus de monde autour de la table. Donc. Oui, une formation pour 4 ou pour 8, le formateur, il est là, de toute façon. Donc, c'est ça. Ok. Intéressant. Et au niveau RSE, comment vous menez tous ces projets ? Il y a quelqu'un qui est chargé de RSE en interne. Bon, je sens que tu es empreinte de conviction très forte et qui impulse des projets. Ça, c'est beau. Mais est-ce que vous avez aussi une équipe RSE dédiée ou un collectif ? On n'a pas aujourd'hui d'équipe dédiée. On a un alternant, David, qu'on salue. Voilà, que je salue au passage, qui est avec nous dans le cadre de ses études dans le domaine de la RSE. Comme je disais, on fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément formaliser ou qu'on ne met pas en lumière, parce que pour nous, c'est tellement naturel que jusqu'alors, on n'est pas allé chercher un label pour revendiquer être bon ou avoir une bonne note en termes de RSE, ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les financiers commencent à nous dire que ce sera un critère d'obtention de meilleurs taux demain dans les emprunts ou des choses comme ça. Ouais. Donc oui, on est engagé là pour... là, on est en période d'observation de ce qui se fait comme label. Oui, tu es en train de regarder lesquels ? Ecovadis notamment. Ouais. On nous en propose plein, Bicorp, enfin des plus ou moins accessibles. Après, aujourd'hui, on est européen, plutôt majoritairement français, enfin historiquement français. Donc, il faut que ce soit aussi un label qui soit reconnu dans le domaine aussi où on œuvre. Oui. Et puis après, chaque chose en son temps aussi. Donc voilà, je dirais que dans ce domaine-là, ce qui tient au formalisme, je dirais, on apprend au fur et à mesure qu'on initie la démarche. Ok, très clair, mais je pense que c'est important de le dire parce que ce qui compte, c'est l'impact, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et j'ai envie de dire, chacun a son stade d'avancement différent et peu importe le label, l'évaluation du moment qu'on avance et qu'on fait et qu'on a de l'impact. Je pense que pour moi, c'est le plus important. Donc, voilà, pour les prochains invités, tout le monde est invité, quel que soit le niveau de maturité. Ce qui est important, c'est d'avancer, quoi, au final. Oui, c'est clair. Et puis, dans les organismes qu'on rencontre, le mot greenwashing, il sort systématiquement. Et ça, nous, c'est pas du tout à l'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire certaines sociétés qui pourraient aller chercher des labels, mais que derrière, la réalité, elle est bien différente, en fait. Ah, oui. Et non, enfin, nous, c'est pas notre philosophie dans l'entreprise. Ouais. C'est malheureux, mais on en est arrivé à un point où on a peur de communiquer sur des initiatives à impact ou RSE parce qu'on a peur qu'on se fasse coller même l'étiquette greenwashing, quoi. C'est malheureux quand même. Hein. Oui. C'est un terme que j'ai découvert en creusant le sujet, mais voilà, après, je le redis, comme bon nombre d'entreprises familiales, par nature, on a un respect pour l'environnement, on a un respect pour nos hommes, un attachement, même plus qu'un respect, de l'affection. Et voilà, il y a plein de choses qu'on fait de manière très naturelle, en fait.
Donc c'est pour ça que dans la note, je ne sais pas dire entre 0 et 10, mais je pense que un 6, je m'octroie un 6. Ouais, mais écoute, je pense que le 6 est plus que mérité. C'est marrant, tous les invités qu'on a eus sur les premiers épisodes se sont tous donné le 6. Donc, mais je pense que vous avez tous un peu plus que ça, ou beaucoup plus, voire même. Mais voilà, ce qui est important, encore une fois, c'est pas la note, c'est d'avancer, d'échanger. Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis, ou des inspirations, des organismes qui t'inspirent, ou des confrères ou autres qui te permettent d'avancer dans cette direction, ou comme beaucoup de sujets, tu les as dans les tripes, on y va et on avance. Et chercher de l'inspiration à l'extérieur. Ouais. Oui, j'adore. Après, je fais ma cuisine interne en fonction de mes convictions. Mais oui, après, comme tous les chefs d'entreprise, j'aime aller écouter d'autres chefs d'entreprise. Le partage d'expérience, je pense qu'il n'y a rien de tel. J'allais dire dans des cercles divers et variés, mais comme l'APM, par exemple, où finalement, au-delà de rencontrer un expert qui vient nous éveiller sur un sujet, il y a tout ce qui se passe en off dans ces discussions. De partage d'expérience notamment, ouais. Ok, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu as une actualité, des projets que tu as envie de partager sur YouGlass pour l'avenir, pour les prochaines années, que ce soit au niveau RSE ou au niveau innovation ou développement? Alors, des projets, on en a plein. Lequel je mettrai en avant... on a un beau projet là sur lequel on va communiquer beaucoup dans les semaines à venir. C'est la création d'une cellule façade au sein de l'entreprise. En fait, depuis l'acquisition de nos 2 dernières croissances externes qui sont Vidrécif en Espagne et Diffusvert dans la région de Saint-Étienne, on a appris plus d'un métier qu'on avait dans notre savoir-faire, mais on a grandi sur le marché de la façade, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on veut pousser davantage, et donc on va annoncer très prochainement la création d'une cellule d'envergure pour pouvoir bien accompagner nos clients et de nouveaux clients sur le segment de la façade. Super. Merci beaucoup, Christine. Je vous souhaite de mettre des superbes façades de verre partout. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, moi, les entreprises familiales, j'adore. C'était Christine de YouGlass. Et puis, comme toujours, la fin de l'épisode, dites-moi en commentaire ce que vous avez passé. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode? Ou tout simplement... likez et partagez, ça nous donnera de la force et ça fera connaître cette émission au plus grand nombre. Le BTP engagé, voilà, vous pouvez retrouver sur tous les réseaux. Et puis, vous le savez, on se retrouve le 30 septembre à Batimat. Merci de nous suivre et à bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.